Alors, bonjour et bienvenue au vernissage virtuel de l'exposition Alexander Anderson, Art et Nature. Mon nom est Suzanne Sauvage et je suis présidente et chef de la direction du Musée McCord. Alors, c'est une exposition que nous présentons dans le cadre de la programmation de notre 100e anniversaire cette année et qui ouvrira ses portes demain au public. Alors, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, avant toute chose, je tiens à reconnaître que le musée McCord est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, un territoire qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation ghanéenne Gayaga démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, nous considérons au Musée McCord qu'il est de notre devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. Alors, je cède maintenant la parole à Laurent Turcot, que je pense que vous connaissez tous, c'est un historien bien connu qui a eu la gentillesse d'accepter d'animer ce vernissage. Alors, Laurent, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame Sauvage. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de cette magnifique exposition. Vous le voyez peut-être, on a la chance, nous, d'y être. Bientôt, ce sera votre tour. Mais avant, je tiens à vous spécifier certaines informations importantes. On va discuter dans la prochaine heure avec Hélène Sanson, qui est conservatrice sortante de photographie, et bien sûr Suzanne Sauvage, que vous venez d'entendre, qui est présidente et chef de la direction. L'événement se tient en français, mais il y a une traduction simultanée qui est offerte en anglais. Vous allez voir au bas de votre écran, vous le voyez ici, mon Dieu que c'est bien fait, vous allez cliquer sur l'icône d'interprétation et sélectionner la langue de votre choix. Donc, at the bottom of your screen, click on the interpretation icon and select English. Donc, vous êtes invités tout au long de la discussion à partager vos questions et vos commentaires sur le chat sur Zoom ou encore sur les différents sociaux comme Facebook, notamment, où l'événement est retransmis, et ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'on n'y répond pas tout de suite que vous êtes oubliés. Au contraire, on va les rassembler à la fin et on va prendre un bon 15 minutes pour en discuter parce que vous allez voir, le sujet est passionnant, captivant et crucial pour bien comprendre l'histoire du Québec parce que, ça se trouve, vous avez déjà vu des photographies Anderson et vous ne le savez pas encore. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, avant de parler avec Madame Sanson dans quelques instants, ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est de contextualiser un peu ce 19e siècle québécois, canadien, mais également occidental pour comprendre un peu les transformations auxquelles on assiste et surtout le contexte dans lequel arrive Alexander Anderson pour comprendre justement à quel point il arrive dans un monde en grande mutation. On le sait nous-mêmes, nous sommes dans un monde en grande mutation quand on parle de nouvelles technologies, quand on parle de révolution justement de l'imprimerie ou encore des communications. Au 19e siècle, c'est un peu la même dynamique. Pourquoi? Bien, on assiste, comme vous le savez sans doute, à ce qu'on appelle la révolution industrielle. Ça ne commence pas au 19e siècle, bien sûr. On peut remonter au 18e, l'invention de la machine à vapeur, bien sûr, la machine à tisser, tout ce qui va transformer l'agriculture également. Ici, au Canada, entendons-nous, cette révolution industrielle, elle va frapper un grand coup pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, pourrait-on dire, pour la productivité, pour le pire, pour les conditions de travail. Le 19e siècle, c'est aussi le siècle des grands mouvements syndicaux, des droits sociaux, de la construction d'une solidarité entre les travailleurs. Il y a beaucoup de grands conflits qui vont émailler l'histoire du Québec et l'histoire de Montréal. Et on assiste également à un grand phénomène d'urbanisation massive. Je parlais de révolution agricole. Eh bien, on quitte peu à peu les campagnes, on arrive en ville et tous ces travailleurs cherchent du travail. L'industrie va y pourvoir, parfois dans des conditions qui sont très difficiles. Pensons à tous ces romans du 19e siècle qui nous le montrent, pour ne pas le citer, mais le Zola Germinal. Mais l'entendons-nous, on est dans un contexte bien français du nord de la France d'une mine. Ce n'est pas comme ça à Montréal, vous l'aurez compris, mais on a quand même le ressenti des travailleurs et la volonté de se rassembler. On a ça, mais on a aussi au Canada la transformation politique à laquelle on assiste. Transformation politique, est-il besoin de le rappeler? Parce que le 19e siècle va voir toute une série de noms qui va être donné à ce qu'on appelle aujourd'hui la province de Québec. On le sait, le Bas-Canada, le Canada uni, et ensuite avec la Confédération en 1867 qui arrive, eh bien, on prend le nom de
Québec. Et le fait colonial est déterminant dans l'histoire canadienne et québécoise. Pourquoi? Parce qu'on le sait, la reine, à l'époque, c'est la reine Victoria. Nous sommes toujours sous régime, bien sûr, constitutionnel, monarchique. Et ça va déterminer en quelque sorte le type de lien qu'on va avoir avec ce qui est alors la mère patrie. Beaucoup d'anglophones arrivent massivement à Montréal. On dit même à l'époque que Montréal est majoritairement anglophone, tellement l'immigration anglophone est importante. Pourquoi vient-on ici? Il faut se replacer dans le contexte aussi de la naissance et de la démocratisation de ce qu'on a appelé le tourisme, qui existait déjà avant. On appelait ça le grand tour. C'était les nobles en Angleterre qui partaient faire un grand tour en France, en Italie, pour aller se confronter aux œuvres et comprendre le monde par la beauté de celui-ci. C'est une belle idée. Au 19e siècle, ce qu'on va développer en termes de tourisme, et spécifiquement au Canada, mais pas juste au Canada, c'est ce qu'on appelle la wilderness, c'est-à-dire l'espèce de nature sauvage, de se confronter à cette nature sauvage pour ressentir quelque chose, pour ressentir une émotion pure, intense, entière. Et ici, c'est très important. Beaucoup d'anglophones, beaucoup de Britanniques, d'Écossais, de Gallois, mais bien sûr d'Européens en général, arrivent ici pour voir le paysage qu'on considère comme sauvage, intouché, pur. On s'entend que ce n'est pas comme ça là, quand même, mais malgré tout, on y vient et les moyens de transport sont transformés. Les grandes navigations, bien sûr, les navires, c'est plus facile, plus aisé. Le 19e siècle, c'est aussi celui du chemin de fer. On a l'impression qu'on n'a jamais été aussi vite. Juste pour vous donner une petite idée, là, quand on a mis en place le chemin de fer, il y a des médecins qui vont dire « Attention, là, ça va trop vite. Si vous allez dans un train, votre cerveau va se liquéfier et sortir par vos narines tellement la vitesse est intense. » Je peux vous donner une idée, on va à 30 km/h au début. On n'avait aucune idée de ce qui s'en venait hein, avec les TGV et autres. Quoique, le TGV, on l'attend encore ici. Mais au 19e siècle, grand siècle d'innovation. Et une des innovations majeures du point de vue de la représentation, ça va être la photographie. Et là, vous voyez où est-ce que je m'en viens avec ça. Bien sûr, Anderson, il arrive ici, il développe la photographie, mais Madame Sanson, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça représente, la photographie, comme transformation du monde social, politique et économique au 19e siècle? Oui, bien, merci Laurent, parce que vous avez fait une excellente présentation. La table est parfaitement mise pour parler d'Alexander Anderson. Mais pour la photographie, c'est vraiment une invention extraordinaire du 19e siècle et ça va révolutionner presque tous les domaines de la société. D'abord, ça va révolutionner le domaine de la connaissance, des sciences, parce qu'on va se servir de la photographie comme de document probant. Hein? C'est différent de dessiner une fleur que de la photographier, ça donne d'autres informations. Ça va révolutionner le monde des communications. À partir de ce moment-là, plus besoin de graver ou de faire des gravures sur bois pour imprimer dans les magazines. On va développer une façon de reproduire les photographies. Et cela étant, elle coûte cher, la photographie, à son début. Ce n'est pas quelque chose qui est démocratique, accessible à tous. Il faut avoir l'argent. Oui, au tout début, c'est-à-dire dans les années 50, quand on parle du 40, 50 daguerreotype, c'est vraiment une affaire de chimistes, une affaire de grands spécialistes. Mais à l'époque d'Anderson, à partir des années, mettons, 60, et c'est aussi la période de Notman et de Livernois, là, on est dans la plaque de verre. On est sur un négatif sur verre. Pour aujourd'hui, c'est encore extrêmement compliqué, mais c'est quand même, on a une matrice qui va nous permettre éventuellement de la transformer puis de s'en servir en typographie. C'est comme, pour revenir au sujet de tout à l'heure, de la question de la révolution que ça apporte. Donc, en communication, ça va être extrêmement un tournant. Et puis aussi dans le domaine des arts, hein, parce que la photographie va influencer les peintres, ils vont se servir de la photographie, et puis il va y avoir la grande question, le grand débat, c'est auquel Baudelaire va participer, tout le monde s'y met, est-ce que la photographie est un art? Oui, c'est la grande question, parce que les peintres, vous l'avez dit tout à l'heure, vont être obligés de se distinguer de la photographie, alors qu'il y avait une certaine peinture qu'on aurait pu considérer comme réaliste.
certains vont dire, plus besoin de dessiner ou de peindre les choses. Nous pouvons simplement les photographier. Et pourtant, toute la mode des impressionnistes de la fin du 19e siècle va être à travers, comme on l'a dit, non pas seulement les impressions, mais le ressenti du peintre. Donc, autant ça a des avantages, comme vous l'avez dit, pour les fins de documentation, de faits, mais ça force les artistes, les peintres à distinguer. Mais je veux vous entendre sur Baudelaire. Qu'avait-il à dire sur la photographie? Ah ben Baudelaire, ça c'est paradoxal parce que c'est quelqu'un qui se faisait photographier, amenait sa mère se faire photographier, et il y a plusieurs photos. Il allait chez les grands photographes de Paris, Carjan, Nadar, mais il a écrit que la photographie, c'était la ruine de la créativité parce que c'était quelque chose de mécanique et surtout, c'était commercial. Ça allait donner lieu à la commercialisation des images. Alors, en parole et en texte, il a décrié la photographie, mais il semblait quand même assez fasciné par le procédé. Ça ressemble un peu à nos Instagrammeurs qui disent que les réseaux sociaux ne servent à rien et le clament sur les réseaux sociaux. C'est un paradoxe auquel on n'échappe pas. Mais c'est quand même intéressant ce que vous venez de dire à travers les artistes, à travers les photographes, mais on a aussi la technicité qui se développe. On a parlé des plaques de verre, mais il y a des appareils de plus en plus petits. Bon, on ne va pas citer de marque, mais on va le faire quand même. Kodak, qui va avoir une grande importance dans cette histoire de la photographie. Quel a été son rôle dans la démocratisation? Bien, ça a permis à tout le monde, à peu près, en tout cas une grande partie de la société, de pouvoir faire ses propres photographies. Parce que dans le courant dans la seconde moitié du 19e siècle, la photographie évolue beaucoup, énormément. Tout le développement technique se fait. On part, comme je disais tantôt, du daguerreotype, puis on va jusqu'à la Révolution Kodak vers 1888, où chacun peut commencer à faire. Avant, on était contraint d'aller dans un studio pour faire son portrait et pour aller faire un croquis, par exemple, sur le vis, c'est un paysage qui nous aimait, bien, c'est compliqué parce qu'il fallait apporter le matériel, la grande chambre, mettre sur trépied, traiter les négatifs, les développer sur place ou même les apporter, mais c'était lourd alors qu'avec le petit appareil Kodak, tu sais, muni d'une bobine de 100 poses, puis une fois que c'est fait, vous l'envoyez à la compagnie, puis vous revenez. Alors là, c'est une grande libération, puis c'est aussi la prolifération des photographies de snapshot. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est le début aussi de ce qui a c'est de présenter son image, hein. C'est de posséder son image, de se construire. La photographie va avoir un rôle extrêmement important dans la définition identitaire. Par exemple, le bourgeois, il va se définir par une certaine pose, une certaine tenue vestimentaire, tout ça, mais ça va se faire à travers la photographie. Puis commence aussi une distinction entre le privé et le public. C'est-à-dire qu'il y a des photographies qui vont être diffusées, et là, ça devient dans le domaine public, on se fait connaître. Et il y a d'autres photographies, au contraire, qu'on ne voudra jamais montrer, qu'on va garder. Il y a donc, même à cette période-là, le début, à travers la photographie, d'une distinction entre la sphère privée et la sphère publique. C'est pour dire, on pourrait en parler encore, mais c'est une révolution. C'est extraordinaire ce que la photographie a changé. Vous avez raison, c'est une révolution, puis ça l'est encore aujourd'hui entre les photos qu'on met dans l'espace public et celles que l'on garde pour soi, que l'on ne veut pas, qui se retrouvent dans l'espace public. Il y a une grande différence. Mais c'est passionnant parce que là, ce qu'on entend, c'est que, bon, le 19e siècle, la photographie, vous avez parlé de matériel qui est complexe, c'est un investissement. Et là, on en arrive à cette exposition sur Anderson. Et là, peut-être que plusieurs personnes à la maison se demandent qui est-il, Alexander Anderson? Pourquoi est-ce qu'il marque d'une pierre blanche l'histoire de la photographie ici? Est-ce qu'il est canadien? Est-ce qu'il est québécois? Anderson est écossais d'origine. Hein? Écossais d'origine et il va arriver à Montréal à 24 ans. Il vient juste là. Bon, on le voit ici, un portrait qui est pris par Notman. Il n'y a pas 24 ans là-dessus, parce que sinon, on a un problème de Benjamin Button ici. Mais ça, c'est oui, parce que je vois la photo, c'est un portrait qui a été fait par Notman à la fin de sa carrière. C'est vraiment… Photographe Notman, est-il besoin de le rappeler, sur lequel on avait fait une exposition ici à McCord. Il y a un magnifique catalogue que je vous invite à consulter. Là, vraiment, c'est de l'art pur, vraiment. Ouais, oui, mais ça me vient à l'esprit qu'il y a très peu de portraits d'Anderson. Anderson n'était pas un homme très, très centré sur lui. Du moins, c'était pas obsédé. Et ça, ce portrait-là, c'est même un de ses fils qui a insisté, qui a dit, bon, mais là, tu es à la fin de ta carrière. À ce moment-là, il travaillait pour le Canadien Pacifique.
Et puis, il prend sa retraite en 1897 et son fils lui dit, bien là, va te faire photographier, il faudrait au moins qu'on ait une bonne photo de toi. Et voilà, c'est ça. Mais pour revenir à son histoire, il est issu d'un milieu écossais très, très bien nanti, qu'on appelle la petite noblesse terrienne. Et quand on remonte à ses arrière-grands-parents, il y a des gens qui sont Sir Thomas Mill, qui était dans l'armée de Wolfe, et puis son grand-père, qui était fondateur de la Banque d'Écosse et maire d'Édimbourg. Donc, il avait des liens déjà en quelque sorte avec le Canada. Si un de ses aïeuls avait fait, oui, en fait, absolument. Était-il à Québec lors de la bataille des Plaines d'Abraham en 1759? Je pense que oui. Et puis, je pense qu'il était avec Amherst aussi. Oui, avec Amherst. Et ce Sir Thomas Mill va être aussi receveur général. Il va faire une carrière au Canada dans l'administration du gouvernement. Et il y a un très beau portrait de Sir Thomas Mill, oui, dans l'exposition qu'on peut voir, magnifique portrait 18e. Oui, donc, il vient d'une famille de la petite noblesse écossaise. Oui. Est-ce qu'il est indépendant de fortune? C'est-à-dire, est-ce qu'il a assez d'argent pour pouvoir voyager, faire ce qu'il veut? Oui, quand il arrive, ça fait sans doute partie des conditions de possibilité de son immigration. Ça le facilite parce que oui, il a l'argent nécessaire pour envisager une vie au Canada très confortable. Puis, il n'y aura pas de souci de se trouver, un gagne-pain tout de suite en arrivant. C'est le cas aussi de sa femme, Agnès Robertson, qui, elle aussi, est riche de famille. Mais, puis en plus, il est comptable de formation. Sa famille s'attendait bien à ce qu'il fasse une grande carrière de comptable. Il a en poche des lettres pour être recommandé auprès de comptables, soit à Montréal, à Kingston ou à Toronto. Mais, pardon, l'avenir nous montrera que finalement, il est passionné par autre chose que la comptabilité. Oui, et d'ailleurs, je voudrais qu'on parle de ces grands événements du 19e siècle qui marquent durablement le siècle et l'Angleterre. On en a une version ici à Montréal en 1967, l'Expo, les expositions universelles. Ça, c'est déterminant dans l'histoire de l'industrie, du commerce et de la démocratisation de la culture scientifique à l'époque. Des grandes expositions à Londres, à Paris, qui va éventuellement amener Eiffel à construire sa fameuse tour, où on va tenir des Jeux olympiques aussi au même moment en 1900 à Paris. Mais là, en 1852 à Londres, Alexander Anderson va entrer en contact avec les grandes innovations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, effectivement, c'est en 51 qu'il y a l'exposition. Ah oui, en 51, pardon. Je me suis trompé d'une année. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, je la fais souvent, cette erreur-là, parce que bon. Mais donc, il va aller... C'est des expositions universelles qui sont, entre autres, à Londres, c'est une ouverture sur toutes les colonies. Alors, on fait vraiment valoir tous les produits qui viennent des différentes colonies et sont extrêmement, l'Empire britannique est immense. Et puis aussi, on met de l'avant la technologie. Et la photographie, à ce moment-là, est vraiment mise en valeur lors de cette exposition-là. Il y a entre autres beaucoup de stéréographie et on sait que la reine Victoria était une fan de la photographie et elle s'est rendue, elle a visité puis elle a apprécié la photographie à ce moment-là. Et le jeune Alexander, il va aller passer 15 jours à Londres, son oncle. Oui, quand même. Son oncle va lui donner l'argent de poche et lui dire « Alexander, va voir l'exposition ». Alors, il passe 15 jours et il dit même, c'est un souvenir qu'il relate comme étant une expérience assez formidable. Quand il a eu vidé ses poches, il n'y avait plus un sou, il est revenu dans son domaine de Prescott. Il n'y avait pas de passeport à l'époque comme à l'Expo 67, hein, je pense. Non. Mais justement, Montréal. Parce que, bon, Alexander Anderson est écossais, indépendant de fortune. Il va à Londres avec l'Exposition universelle de 1851. Je ne me suis pas trompé cette fois. Et il décide de partir vers Montréal. Pourquoi Montréal? Pourquoi le Canada? Qu'est-ce qui l'a intéressé ici? Bien, je pense que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu dans votre introduction, la notion de wilderness, de nature à l'état pur, ça devait le fasciner parce que déjà, lui, il a grandi, Alexander, il grandit dans le domaine de Prescastle. C'était 640 acres de territoire près de la rivière Tweed où il se pêchait le saumon.
c'était son environnement. Et puis, il avait aussi beaucoup de liberté. Son père est décédé quand le jeune Alexander avait 9 ans. Il est élevé par son oncle qui s'en occupe très bien, son éducation, mais probablement une certaine liberté, puis qui l'initie à la chasse et à la pêche sur ce territoire. Alors, avec tout ce qui se disait du Canada comme d'un paradis pour les chasseurs, c'est ce que mon hypothèse, c'est que c'est cet aspect-là qui l'a vraiment attiré. Puis en plus, le voyage était facilité c'était un voyage direct, un bateau, entre différents ports du sud de l'Angleterre et puis New York. Et c'était bon marché, relativement bon marché. Alors, tout ça ensemble. Puis, il savait qu'il retrouverait des Écossais de son milieu à Montréal. OK, donc il arrive ici et il veut pêcher, il veut chasser. Pourquoi est-ce que c'est vers la photographie qu'il va se spécialiser ensuite? Ça, c'est un autre aspect parce que Anderson, c'est un mélange, oui, d'un homme d'action, un homme d'exploration du territoire, mais c'est aussi un artiste, c'est quelqu'un d'une très grande sensibilité. Et dans sa famille, il y avait cette sensibilité, c'était bien développé, des aquarellistes, il y avait des tableaux dans la maison et il connaissait la photographie. Ça, on a beaucoup de notes et d'indices qui nous confirment qu'il connaissait la photographie quand il était en Écosse. Et l'Écosse elle-même est un creuset de la photographie. Hein. Les premiers grands photographes, comme je pense au couple et au duo Hill et Adamson, sont écossais. Et même que David Octavius Hill était sur le même Conseil des arts que son père. Alors, il connaissait la photographie. Quand il arrive, bien, il est en contact avec William Notman, qui est un congénère qui, lui, a déjà un studio qui fonctionne très, très bien. Et je pense que c'est là qu'il a profité, en 1857, d'apprendre. Il dit lui-même, j'étais un débutant. Donc, en 1957, il apprend la photographie auprès de Notman. Et ça correspond à son côté, son caractère ingénieux. Il va travailler vraiment à développer des techniques, à faciliter un peu les procédés photographiques. OK, ouais, c'est impressionnant quand même de voir à quel point la technique est en lien aussi avec la volonté artistique de l'auteur. J'ai dit l'auteur quand même, le photographe, l'un ne va pas sans l'autre. C'est quand même assez fascinant, mais je voudrais qu'on revienne sur le voyage qui l'a amené ici. Comment est-il venu? Est-ce qu'il y avait un lien direct entre l'Écosse et Montréal ou il a pris un autre chemin? Non, il est venu par bateau. Là, j'ai un petit blanc. De quel port est-il parti? Je ne sais pas trop, mais il est arrivé à New York. Et là, de New York, il s'est acheminé jusqu'à Montréal parce que son plan, c'était vraiment de venir à Montréal par train. En train. Alors, la vallée de l'Hudson, après ça, changé à plusieurs gares parce qu'il n'y avait pas de lien direct sur le train. Mais là, il a pris connaissance du territoire dans lequel il arrivait justement par le train et à Montréal, mais c'était la ville. Et un des photographes dont on a parlé tout à l'heure, c'était William Notman. Est-ce qu'il a eu des liens avec lui à son arrivée à Montréal? Oui, certainement. Bien, on sait que par des photographies ils sont amis, ils se fréquentent. Il y a le premier portrait de famille de Anderson. C'est une stéréographie qui est prise par Notman. Donc, alors là, on voit les liens. Puis dans une lettre aussi, Alice, la femme de Notman, va dire qu'il a un... Voilà, si on vous voit voyez, bien ici, oui. Voici la famille, la petite famille Anderson. À ce moment-là, là, ils ont 2 enfants et celui qui est debout, c'est son frère William. Mais ça, c'est pris chez Notman, dans le studio débutant de Notman. Alors, on va poser peut-être une question. Comment ça se fait qu'il y a 2 images semblables l'une à côté de l'autre à l'époque? On en voit souvent ça. Oui, ça s'appelle une stéréographie. Oui. Et c'est une technique qui permet de voir une image en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on a comme ça sur une carte 2 images qui semblent identiques, mais en fait, elles sont légèrement décalées l'une de l'autre pour reproduire la distance qu'il y a entre nos 2 yeux, sur l'image qu'on pourrait avoir sur les 2 rétines. Et quand on regarde cette carte à l'aide d'un stéréoscope, les 2 images se fusionnent en une seule et le cerveau crée un effet de 3D. C'est ce qui s'appelle la binocularité qui permet de percevoir la profondeur. Alors, cette illusion est recréée par la stéréographie et c'était absolument fabuleux de pouvoir
comme ça percevoir une image en 3 dimensions. Ça a servi beaucoup aussi le paysage. Les premières photos de paysage se faisaient en stéréographie parce que ça avait beaucoup de succès auprès des gens qui avaient envie de voyager et qui pouvaient s'acheter une série de cartes stéréographiques des régions éloignées et puis les regarder comme s'ils étaient en présence, comme s'ils étaient là. Un des éléments qui définit beaucoup Alexander Anderson, c'est le fait qu'il soit un amateur, un photographe amateur. Quand on entend ce terme-là aujourd'hui, ça veut dire quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on l'entend au 19e siècle, non? Absolument, c'est différent. La notion d'amateur a évolué au cours des siècles et au 19e, l'amateur, on l'oppose au professionnel. C'est-à-dire que l'amateur, il ne travaille pas pour gagner sa vie. Il travaille parce qu'il en a la possibilité. C'est généralement quelqu'un qui fait partie de l'élite. Il partage ses connaissances avec tout un groupe de gens. C'est une forme aussi de sociabilité. Ils se réunissent et parlent de la photographie. Et c'est quelqu'un qui fait donc les photographies qui lui plaisent. C'est pour ça qu'Anderson va d'emblée faire des paysages plutôt que des portraits qui permettent généralement d'avoir un gagne-pain. Et un autre élément de l'amateur du 19e siècle, c'est qu'il contribue au développement technologique, il est à la fine pointe. Ce n'est pas un professionnel, mais il est compétent et même plus compétent que le professionnel parce qu'il fait des expériences et il publie ses connaissances dans des revues, des magazines que les photographes amateurs s'échangent. Et comment un photographe de cette époque-là, donc la moitié du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, peut espérer gagner sa vie? À ce moment-là, c'est par le portrait. Hein? C'est en ouvrant un studio. Et là, il y en a beaucoup à Montréal. C'est-à-dire que quand Notman ouvre son studio en 1956, on estimait qu'il y avait déjà à peu près 14 autres studios des studios de portrait et ça progresse très, très rapidement. On monte à, dans les années 70, il me semble, à peu près une quarantaine de studios de portrait à Montréal. Beaucoup parce que c'est une manière de gagner sa vie. C'est très rentable. Les gens, ils sont friands de faire leurs portraits, c'est nouveau. Alors, c'est la principale façon de faire de l'argent avec la photo. Il y a aussi les photographies de paysages pour les touristes. Mais c'est plus long à se développer parce qu'encore faut-il que les touristes viennent faire connaître. C'est dans les hôtels que se vendent des photographies faites par les photographes. Et puis, c'est plus compliqué aussi de se déplacer sur le terrain avec les plaques de verre, avec le gros appareil, comme je disais tout à l'heure, puis de faire le développement sur place. Alors, c'est principalement par le portrait. Et c'est en ça qu'Anderson est très différent. C'est que lui, le portrait, ce n'est que plus tard qu'il va y venir. Oui, parce qu'au départ, ce n'est pas ça qui l'intéresse. On a parlé de la wilderness et dans l'exposition, on va en parler tout à l'heure d'un peu le type de salle qu'on retrouve ici, le type de photographie. Il s'intéresse beaucoup à la nature, aux habitants d'ici, au quotidien, à l'ordinaire. C'est ça qu'on voit beaucoup dans son œuvre. Oui, le paysage qui traite d'une manière très, je dirais, très européenne, hein, de façon romantique et puis de romantique, c'est-à-dire qu'il exprime des sentiments à travers il veut traduire le sentiment qu'il ressent face à la nature et il fait aussi un style de photographie qu'on dit pittoresque. C'est-à-dire que ça correspond bien aussi aux images que les touristes aiment, mais ce sont des photographies dans lesquelles l'œil peut voyager et puis s'intéresser à toutes sortes d'aspects du lieu. Bon, alors, il va faire ce type de photographie. Et oui, comme il voyage, il fait des excursions à travers autour de Montréal et puis s'éloigne de plus en plus. Il va dans le bas du fleuve. Il est un fanatique de Métis. Tous les étés, il peut aller à Métis. Bien là, il photographie les gens, il photographie les Autochtones qui croisent quand il fait ses excursions en canot. Évidemment, il photographie Montréal, comme on peut le voir ici. Il est très, très oui, belle vue de on voit un palais de glace ici devant, sur la place d'Armes, exactement. Là, on est en 1887, si je ne me trompe pas. Oui, exact. C'est assez magnifique. Assez tardif. Ce qui est beau de voir, c'est les différents plans dans cette photographie. Toute espèce d'écran d'arbres au début. Ensuite, il y a une succession de plans qui rend cette photographie très riche.
C'est très beau. Puis il y a une technique, en fait, sur laquelle je voudrais qu'on revienne également, qu'on voit dans l'exposition, c'est que on pourrait dire que Anderson s'amusait à rajouter des nuages dans certaines de ses compositions. Oui. Comment on fait ça, rajouter des nuages après que la photo ait été prise? Oui. On le voit très bien là, ici, là, avant, ça. qui est la photo originale, qui date de 1863, et la même photo sur laquelle on a rajouté les nuages. Oui, c'est ça. Parce que la technique de l'époque avait des grosses limites. Hein? C'était très difficile. D'abord, j'ai dit, c'était lourd à transporter, mais aussi, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas prendre en même temps un beau ciel détaillé, puis une terre ferme tout aussi détaillée. Il fallait choisir qu'est-ce qu'on voulait photographier. Si on voulait les nuages, bien, on avait une terre ferme qui était dans l'ombre, et si on voulait du détail dans les ombres, dans le paysage lui-même, bien, on avait un ciel délavé. Et Anderson, qui aimait les tableaux romantiques, on pense à Turner avec des ciels extrêmement riches, bien, il a développé cette idée. Il le faisait, il y avait deux façons d'ajouter des nuages dans un ciel. C'était soit assez rudimentaire, une première technique assez rudimentaire qui était avec le doigt ou le pinceau d'aller mettre de la peinture opaque sur le négatif, ce qui faisait que ça créait des petites traînées blanches sur l'épreuve en positif. Mais il y avait quelque chose de plus sophistiqué, puis c'est ce que Anderson faisait, c'est qu'il utilisait deux négatifs. Il y avait une bande de négatifs de nuages et il les adaptait à ces paysages. Ah ouais, comme ici. Ouais. Ici, dans cet exemple-là, qui est assez patent, on voit deux vues complètement différentes, une de Pointe-Lévis et l'autre du Château Windsor, mais vous voyez que les ciels sont identiques. C'est les mêmes nuages. Même nuage, oui. même nuage, même nuage. Et ça, il fallait avoir la collection du Musée McCord pour faire ça. C'est parce que quand on voit une photo de temps en temps ou deux, des photos éparses d'Anderson, on ne fait pas le lien. Mais c'est quand on a une très grande quantité de photographies qu'on se met à dire, mais voyons, il met les mêmes nuages un peu partout. Alors, c'est comme ça que cet aspect-là a été beaucoup clarifié par le travail sur l'exposition. On voit très bien le côté artistique aussi qui est le sien, parce qu'on parlait tout à l'heure à quel point la photographie avait changé le regard des artistes, mais il devient artiste. Bien, il est artiste, mais là, il crée carrément. Puis quand vous parliez de la peinture que l'on fait, c'est assez impressionnant. Puis je voudrais qu'on parle également d'une autre de un de ses albums qui était intitulé Canadian Views and Studies by an Amateur, qui est en 1865. Je pense qu'on a une petite vidéo de l'album où on voit justement certaines de ses compositions qui sont magnifiques. Bon, on s'entend que là, vous allez les voir sur votre écran dans quelques instants, mais c'est encore plus impressionnant de les voir en vrai. Vous le voyez comme ça là, à l'exposition. Ça vaut quand même la peine. Dites-nous un peu ce qu'on peut voir, Mme Sanson. Là. Mais là, en ce moment-là, vous voyez, en ce moment, ça, c'est l'album Canadian Views by an amateur. C'est très intéressant parce qu'il se nomme lui-même un amateur. Hein? Il se reconnaît comme un amateur. Et ça, c'est un album qui était un tournant, en fait, dans le parcours d'Anderson parce que c'est comme si ça assoyait sa reconnaissance. Comme ça, cet album-là, il l'a diffusé. On en retrouve un peu partout. On en trouve une vingtaine. Jusqu'à maintenant, on en a repéré. Ici, au musée, nous en avons 2. Mais la suite de cet album-là, il va ouvrir son studio de portrait. Il va ouvrir un studio, il va passer à un niveau plus professionnel. À mon avis, c'est pour élargir ses possibilités de mission et de commande photographique. Et il est à partir de cet album-là, c'est un photographe qui est connu et qui gagne des prix et qui dans des concours et des expositions internationales. Donc, il est connu à son époque, comme vous le dites. Il travaille énormément, il fait de magnifiques portraits, il fait de magnifiques vues de paysages, la vie quotidienne. Pour en arriver à aujourd'hui, à l'exposition qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition-là? Puis je voudrais qu'on commence par la première salle, parce que vous avez décidé d'adopter une posture que je trouve très intéressante, qui donne tout de suite le sentiment et la sensation de ce que fait Anderson et de ce qu'a fait Anderson dans sa carrière. Oui, l'exposition est une rétrospective de tout le travail d'Anderson, puis on fait un peu état de sa situation, on raconte tout, mais moi j'ai voulu mettre d'emblée le spectateur, le visiteur en contact avec son œuvre. Il n'y a pas encore, quand on rentre dans l'exposition, ce n'est pas un texte, ce n'est pas des explications sur ce qu'il était, c'est le contact direct avec ses photographies. Et là, ce sont toutes des photographies remarquables, de sujets variés, qui ne sont pas organisés de façon chronologique, mais le visiteur peut admirer tout de suite et se poser des questions, se dire, mais qui c'était?
qui était ce photographe-là, qui a fait ces magnifiques images. Et c'est comme ça qu'ensuite, les autres parties de l'exposition répondent aux questions de ses origines, de son installation à Montréal, son statut comme amateur, donc comme on en a parlé, et ensuite une très grande salle où là, on voit différents sujets qu'il a abordés en photographiant le Canada de l'époque. Oui, parce que vous insistez beaucoup aussi sur l'intention artistique qui traverse toute l'œuvre. Oui. Et je voudrais qu'on parle de cette image parce qu'avant qu'on fasse ce vernissage-là, vous et moi, on s'est promenés un peu et vous êtes arrêtés sur celle-là en me disant « Je l'adore particulièrement ». Oui, racontez-nous un peu l'histoire. Bien, ça, c'est une photographie de Georgeville sur le lac Memphremagog. Beaucoup de gens qui connaissent ce magnifique endroit. Mais c'est une photo qui est très caractéristique du style pittoresque. Ça réunit tous les critères qui définissent le pittoresque en photographie, c'est-à-dire une vue qui est généralement en plongée, en hauteur, qui s'ouvre sur un espace très, très vaste, mais un espace dans lequel il y a plusieurs éléments qui vont accrocher notre attention. L'œil va voyager dans l'image, à commencer peut-être par... Puis, on est dirigé par le personnage qui est au premier plan, qui est un peu auquel le spectateur s'identifie, mais c'est lui qui oriente le regard. Le regard est vers le lac, mais on croise d'abord une allée de peupliers. Ensuite, on peut dévier avec la clôture vers les bâtiments. Comme ça, on se promène. C'est vraiment un exemple parfait de photographie de pittoresque. Et ça se retrouve beaucoup dans la photographie écossaise de la même période, dans sorte qu'il a des maîtres écossais en photographie. Oui, vous avez raison de faire le lien avec l'Écosse, d'autant plus que, bon, il y a plein de photos du Québec. Il y en a une autre où on pourrait s'arrêter, c'est celle de Kamouraska, ici. C'est très beau, ça. Oui, ça, c'est beaucoup plus dans le registre du romantisme, C'est-à-dire que là, bon, il a appelé ça « Evening at Kamouraska », ça se veut un clair de lune, mais encore là, mais l'effet est réussi parce qu'on se sent enveloppé par la nuit, la beauté du rayon sur l'eau, mais il est fort probable que cette photographie-là a été prise en plein jour et que c'est lui qui a joué avec l'impression lorsqu'il a sous-exposé son papier pour en avoir surexposé pour en avoir une image très sombre comme ça. Mais toutes ces photographies permettent aussi de voyager dans le Québec du 19e siècle, des magnifiques paysages de Montréal. On voit les glaces du fleuve qui avancent sur la rue Notre-Dame. Bon, là, on voit, bien sûr, on l'a déjà vu celle-là sur la place d'Armes, le palais de glace. Ici, on voit la pointe du Bic dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on se promène énormément ici. Ah oui, absolument. Ça, c'est une photographie extraordinaire. Et juste où les ciels ont été ajoutés, hein, vous voyez, mais regardez comme ça donne beaucoup d'atmosphère à la photographie, ça la rend beaucoup plus réaliste. Mais ça, il y a un très beau travail de l'avant-plan avec les rochers luisants. Mais on se promène. Là, on est au Bic, mais on va, avec Anderson, on va jusqu'à Mingan, jusque dans la Basse-Côte-Nord. Ah oui, quand même. Oui, vous voyez ici, justement, on est à Rivière-au-Tonnerre. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir une photographie de ce petit port de pêche dans les années 1870. Encore là, quelque chose de très bien composé, avec le bois de grève sur le sable, la petite barque qui est complètement à droite et les bâtiments blancs sur les rochers. Là, cette fois-ci, vous voyez, il n'y a rien fait dans le ciel. Il a laissé son ciel. Et ça reste magnifique. Oui, absolument. Il parle aussi beaucoup, en fait, je dis il parle parce que son œuvre parle de l'influence coloniale dans le choix des sujets. On voit vraiment toute la dynamique, bien sûr, de l'Angleterre, mais du Canada aussi. On voit les Autochtones, on voit tout un ensemble de personnages qui apparaissent. Celle-là, elle est magnifique. Oui. Ça, c'est une très, très belle photographie d'un groupe d'Autochtones sur la rivière Ristigouche, près de la rivière Ristigouche, qui était une importante rivière à saumon et puis qui était une ressource pour les Autochtones. Mais,
Anderson les croisait dans 2 occasions, soit dans ses propres excursions, mais aussi lorsqu'il travaillait pour les compagnies de chemin de fer. Il a travaillé pour le Grand Tronc, pour l'Intercolonial, qui justement développait les chemins de fer dans ces régions-là pour aller chercher les régions éloignées du Québec, pour aller chercher des ressources et puis aussi pour peupler ces régions-là. Mais il croisait les Autochtones. Et ça, cette image-là, on a l'impression qu'il les croise, il les rencontre, ils sont dans leur milieu, avec toujours le canot. C'est un motif qui est omniprésent dans les photographies d'Autochtones prises par Anderson, mais le groupe est intéressant. Il y a comme quelque chose de narratif. On pourrait raconter un peu leur mode de vie à partir de cette photographie. C'est magnifique tout ce qu'on voit depuis le début, puis l'exposition. On a une espèce de saisissement émotionnel en étant ici, d'autant plus que parfois c'est projeté sur d'immenses panneaux où on peut vraiment apprécier le détail de la composition. Mais il y a une histoire plus sombre aussi d'Anderson où on a perdu beaucoup de ses négatifs, oui, alors qu'on aurait pu en avoir. C'est quoi cette histoire des négatifs perdus d'Anderson? Oui, c'est vraiment une catastrophe qui a une histoire très sombre, comme vous le dites, parce que c'est... son petit-fils, du moins qui avait la maison familiale, la dernière maison familiale, où étaient entassés tous les milliers de plaques de verre prises par Anderson, c'est devenu à un moment donné très encombrant, trop encombrant. Et le petit-fils a tenté de vendre les archives de son père, les archives photographiques. Il n'y a pas eu preneur. Il n'y a pas eu preneur parce que ce n'est pas évident de prendre des milliers de négatifs. Et il a fait venir les éboueurs de Westmount et leur a demandé de les faire disparaître, de les détruire. Alors là, imaginez ce qu'on a, nous, au musée, 2000 tirages, c'est rien à comparer à tout ce que devait être son travail, tout ce qui a été... Toute son œuvre, oui. On a perdu énormément, oui, mais avec cette exposition, le grand public a enfin la chance de pouvoir exposer, de voir une grosse partie de son œuvre. Et j'aimerais poser la question maintenant, après ça, bon, vous allez voir un peu ça, à quoi ça ressemble. Si vous voulez commenter aussi, Mme Sanson, pour nous expliquer. Mais là, on est justement dans la zone où on montre des photographies par sujet, soit la ville de Montréal, ensuite les activités traditionnelles, comme ici en grand, c'est la coupe de la glace sur le fleuve Saint-Laurent. Il s'intéressait à ces activités qui étaient locales et qui peut-être allaient disparaître. Ça, ce sont des photographies dans l'Ouest, parce qu'on n'a pas encore dit qu'il finit sa carrière comme chef photographe pour le Canadien Pacifique. Et c'est qu'il a amené à faire des photographies grandioses de l'Ouest canadien. C'est vraiment magnifique. Mais j'aimerais maintenant passer la parole à Mme Sauvage. Pourquoi est-ce qu'on fait une exposition sur Anderson aujourd'hui? Il faudrait juste ouvrir votre micro, Mme Sauvage. Voilà, c'est fait. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier tous les deux pour cette conversation passionnante. Même moi, j'ai appris des choses encore, Hélène. À chaque fois que je t'écoute, j'apprends de nouvelles choses. Alors, pourquoi on fait cette exposition-là? Bien, les raisons sont multiples. D'abord, on a une mission au musée. On veut être le musée de la photographie à Montréal et promouvoir la photographie documentaire du 19e jusqu'à nos jours. Donc, cette exposition-là s'inscrit bien dans cette mission. Et puis, comme l'a mentionné Hélène, on a le privilège de conserver la plus importante collection d'Anderson, bien que ce soit que 2000 tirages d'époque, mais à ça s'ajoute le fonds familial. Et c'est une collection très, très précieuse, hein, parce que, comme encore une fois Hélène l'a mentionné, il y a très peu de photographies et pratiquement aucun négatif qui sont en circulation. Alors, on a cru que c'était de notre devoir, bien qu'il soit peu connu ou à peu près pas connu du public, beaucoup plus connu des historiens de la photographie ou des amateurs de photo ou des collectionneurs de photographie, on a cru que c'était de notre devoir de le faire connaître au grand public montréalais. Et c'est l'exposition clé, je dirais, dans la programmation pour célébrer notre 100e anniversaire. Et je pense que ça va bien clore ces célébrations. C'est une exposition remarquable. Et puis, j'ajouterais peut-être que c'est aussi l'occasion pour nous de présenter le travail, d'analyser le travail d'Anderson sous un angle différent, sous un angle plus critique, plus actuel, en tenant compte de notre engagement dans le processus de décolonisation de nos pratiques. Et vous verrez
que toute l'analyse qu'en a fait Hélène et les recherchistes est très actuelle et très critique, et on le ressent beaucoup aussi dans le livre qu'on publie à cette occasion-là. Oui, si vous venez de nous le montrer aussi, question que les gens puissent avec plaisir, se le procurer parce qu'il vaut vraiment la peine. Il est encore magnifique. Là, si vous allez bien le voir, voilà la page couverture, mais c'est un livre magnifique. Il y a 170 reproductions fidèles au tirage. Attendez, je vais l'ouvrir là. Pas facile à vous montrer, mais c'est un magnifique livre. Oui, c'est très beau. Et au-delà de ces reproductions de photos, il y a des textes qui sont très intéressants, dont une biographie d'Anderson écrite par Stanley Triggs. Stanley Triggs a été un ancien conservateur ici au musée, mais c'est à lui qu'on doit le sauvetage in extremis de la collection de photographies d'Anderson. Et puis, il y a aussi un essai d'Hélène dans ce livre qui aborde justement l'influence du régime colonial sur les sujets qu'Anderson a traités. Alors, moi, je pense que c'est un livre, d'abord, qui est, je vous le dis tout de suite, qui est disponible à la boutique ici, dès demain. Et je pense que c'est un livre qui peut plaire à la fois aux gens qui s'intéressent de manière très pointue à la photographie, mais aussi au grand public, parce que les images sont magnifiques. Vous faisiez allusion tout à l'heure au livre de Notman. Ben, c'est dans la même catégorie de livres. C'est un livre qu'on veut garder pour toujours. Je l'ai juste ici, moi, le livre de Notman. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout ça. Écoutez, merci beaucoup. Avant de donner la parole pour les questions du public, Mme Sauvage, je demanderais, en fait, je pense qu'on est rendu le moment de remercier les gens qui sont impliqués. Il y en a beaucoup, mais aussi peut-être de nous parler de la programmation en marge de l'exposition. Ben oui, comme d'habitude, on a une programmation culturelle qui vient accompagner cette exposition-là. Donc, dès cet automne, ben, vous l'avez à l'écran, là. On aura une table ronde, Fabriquer le territoire, un parcours historique de la photographie de paysage. Alors, avec une historienne de l'art visuel, Carla McManus, et Elisabeth Anne Cavalieri, aussi chercheuse postdoctorale à l'Université Queen's, et Jessica Hauer, une réalisatrice, photographe et formatrice canadienne. On aura un atelier portant sur les techniques de base de la photographie de paysage et le retour du Photobook Club qui est au musée depuis quelques années, et le sujet qui sera discuté sera la représentation, l'exploitation et l'appropriation du territoire dans les livres de photographie. Et si vous me permettez, j'aimerais prendre quelques minutes pour remercier, pas minutes, mais quelques secondes, pour remercier d'abord l'équipe du musée qui ont fait un travail, comme vous pouvez le constater, exceptionnel. Alors, Hélène Sanson, conservatrice de photographie, François Vallée, chargé de projet de l'exposition, Nathalie Houle, recherchiste adjointe à la collection, et puis les photographes du musée qui ont eu un rôle important à jouer, Marlène Atkin et Roger Aziz, Geneviève Désiel à la gestion des collections, et les techniciens qui ont fait un travail impeccable, comme vous pourrez le constater quand vous viendrez voir l'exposition. On remercie aussi l'équipe de Massivart pour la scénographie et le design, et l'équipe de Protocol Studio pour le design graphique, et celle de Paprika et des communications du musée pour le visuel promotionnel. Et finalement, je remercie au nom du musée Bibliothèque et Archives Canada, Tourisme Montréal, UniTV, partenaire majeur, Royal Photo et le Collège Marsan, ainsi que nos partenaires habituels, la presse, le Montreal Gazette, Le Devoir, le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Conseil des arts de Montréal. Et puis, je voudrais aussi vous remercier, cher Laurent, d'avoir accepté d'animer ce vernissage avec beaucoup de talent. Alors, je rappelle tout simplement en terminant que l'exposition ouvre dès demain au public et qu'il faut réserver ses places à l'avance en ligne pour visiter le musée. Alors, merci. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure des questions du public. On en a plusieurs. On adore ça. On va y aller tout de suite. Donc, Mme Sanson, Mme Sauvage, sentez-vous libre d'intervenir quand vous avez envie. Donc, Yves Claudet sur Facebook qui demande dans quelle mesure la peinture du 19e siècle a pu influencer l'art photographique d'Alexander Anderson. Ouvrez votre micro peut-être, Mme Sanson. Je pense que oui, effectivement, la peinture de paysage en Angleterre a pu influencer Anderson. Il était très intéressé par Turner, William Turner, by Constable aussi.
Dans des lettres, il mentionne qu'il a visité, qu'il a vu, qu'il a reconnu à Montréal des gravures de ces peintres-là. Alors, c'est une influence qui est marquante, qu'on retrouve, et c'est une influence en fait par le romantisme, hein. C'est l'idée d'exprimer ses émotions devant un paysage. Et comme je le disais aussi, le pittoresque. Le pittoresque caractérise davantage la photographie, mais la peinture, il y a toutes sortes de motifs ou de compositions qu'on peut retrouver, par exemple, les compositions où, au premier plan, il y a un écran de verdure qui va entourer, qui va encercler le sujet principal. Ça, c'est des choses qui sont caractéristiques dans la peinture. Merci beaucoup. Commentaire de Sébastien Hudon. Quel fabuleux travail vous avez tous fait pour enfin mettre cela au jour. Bravo pour votre travail aussi de préparation à cette formule de vernissage en ligne. Je pense que ça s'adresse aussi à Mme Sauvage, mais aussi toute l'équipe qui est derrière Mme Sanson, parce que vous ne le voyez pas, il y a beaucoup de gens derrière. Vraiment, enfin, je me fais le relais de tout le monde. Ils sont en train de vous remercier aussi. Question? J'accroche sur Sébastien Hudon parce que Sébastien est un prêteur dans la collection, à l'exposition. Alors, bonjour Sébastien et heureux éventuellement de vous voir dans l'exposition. Mais il a prêté des œuvres pour cette exposition. On le remercie énormément et on se retrouve vous encourager à venir voir. C'est vraiment magnifique. Jules qui demande en quoi Alexander Anderson se distingue des autres photographes de l'époque? Il se distingue parce qu'il aborde le paysage. D'entrée de jeu, d'abord, ça, c'est un aspect. Les photographes de l'époque, ils passaient avant tout par le portrait, comme on l'a dit précédemment. Et puis, deuxièmement, il l'aborde en tant qu'artiste. Hein? Il a une vision artistique. Il veut donner à ses images une qualité artistique. Alors ça, ces deux éléments-là suffisent à le distinguer. Parce qu'il y a bien des endroits que Anderson a photographiés, que l'Hivernois a photographiés, par exemple. Parce que l'Hivernois avait aussi des contrats avec le gouvernement et sillonnait le territoire. Mais on ne trouve pas chez l'Hivernois, par exemple, l'attention que Anderson a pu donner à l'hiver et au givre, à la glace. Il y a toute une série de photographies d'Anderson qui sont simplement des images de givre, d'arbres givrés ou de glace dans le port de Montréal ou des chutes Montmorency, la neige et la glace à Niagara. Alors, ça, ce sont des aspects qui le distinguent complètement des autres. Moi, en fait, c'est Mélanie qui demande, mais moi aussi, j'avoue, je me demande avec elle, comment il faisait pour amener tout son matériel dans des espaces reculés, loin? Parce qu'on s'entend que, bon, on a parlé de Kodak au début c'est de plus en plus facile à partir des années 1880, mais quand Anderson arrive sur la Basse-Côte-Nord, il faut qu'il traîne tout son matériel. Comment faisait-il? Certainement qu'il y avait d'abord, il devait avoir le service d'une sorte de transport. Quand il va sur la Basse-Côte-Nord, il est en bateau. Il est sur le yacht de Molson. Alors, il peut mettre ces appareils-là. Mais autrement, ça devait être lourd. Il devait transporter des choses. Deux éléments intéressants au sujet, c'est qu'à un moment donné, il se vante d'avoir réussi à tout mettre l'essentiel, le nécessaire dans son panier de pêche. Vous savez, ces paniers, parce qu'il va en même temps, lui, il prend sa canne et son appareil photo. Mais là, il se dit, à un moment donné, j'ai réussi en limitant puis, mes outils à tout mettre dans un panier de pêche. Et l'autre chose aussi, c'est que parfois, on voit dans ces photographies qu'il y a un laboratoire portatif, c'est-à-dire qu'il fait le paysage, mais on voit aussi un trépied et une espèce de petite tente noire qui regroupe le matériel pour faire le développement de ces plaques de verre immédiatement après les avoir exposées. Alors, impressionnant. Lily Cattel qui demande sur Facebook, je me demandais quelle a été son influence pour les photographes après lui et même aujourd'hui. Bon, ça, c'est une bonne question, mais les photographes à son époque, il a été connu, c'est difficile d'établir exactement qui pouvaient être ceux qui ont fortement été influencés par Anderson à son époque, mais étant donné qu'il tombe dans l'oubli, hein, comme on le disait, que ces négatifs sont perdus et que
dans sa notice nécrologique, on ne mentionne absolument pas son travail photographique. Et de plus que la famille se tarit, la descendance s'arrête avec le petit-fils, il n'y a personne pour faire la promotion d'Anderson. Alors, son influence, pendant peut-être, mettons, la première partie du 20e siècle, elle est inexistante parce que les gens le connaissent à peu près pas. Et je pense que c'est plus tard, et à partir de maintenant, en fait, qu'on pourra dire que il a son importance parce que maintenant, on le situe dans l'histoire. Depuis à peu près 1950-60, on commence à parler de lui dans les livres d'histoire de la photographie. Mais de façon très sommaire. C'est pour ça que le travail qu'on fait actuellement avec cette expo-là est fondamental, parce que c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir continuer la recherche, approfondir des sujets, répondre peut-être à des questions comme celle-là. Est-ce qu'à son époque ou plus tard, il y a eu des photographes qui se sont réclamés de lui? Moi, je n'en connais pas directement. Non. C'est bien ça d'ouvrir sur des questions nouvelles qui vont apporter d'autres travaux de recherche. S'il y a des étudiants en maîtrise ou au doctorat, ils sauront. Ouais. Il y a encore M. Claudet qui, ma foi, est extrêmement vigoureux, on aime ça, puis en plus très érudit. Il dit romantisme, mais aussi naturalisme. Exemple, l'influence de Courbet sur la photo de l'époque en France. Qu'en est-il? Oui, mais là, il nous amène sur le terrain de l'histoire de l'art, c'est sûr. On aime ça. Oui, le naturalisme, c'est vrai, c'est comme le courant qui chapeaute tout ça. À l'intérieur de ce naturalisme, il va y avoir des expressions plus romantiques que d'autres, mais c'est certain que la photographie et le naturalisme vont... la photographie et la peinture, dans la recherche de naturalisme, vont se rencontrer. Et Courbet est un exemple, oui. Où il prenait des photographies et de la rivière, entre autres, là, qu'il photographiait en Franche-Comté, qui est en photographie et aussi en peinture. Il y a des tas d'autres exemples qu'on découvre maintenant. Par exemple, c'est connu que Delacroix avait fait faire des portraits pour travailler sa peinture, mais c'est quelque chose qui est dévoilé petit à petit parce que c'était comme une facilité, en fait, de faire appel à la peinture. Est-ce que alors, ce n'est que récemment. Puis, il y a aussi, je pense à Daumier aussi en caricature, des photographies, des peintures, des représentations très naturalistes et qui côtoient la photographie. Une autre question de Christine. Pourquoi est-il tombé dans l'oubli? Je pense avoir donné certains indices de ça. Il est tombé dans l'oubli parce que sur le plan familial, il n'y a personne qui a voulu perpétuer la mémoire de sa photographie, tu sais, l'idée de la carrière du grand-père comme photographe. Et on ne parle pas de lui. Lorsqu'on fait la notice nécrologique en 1913, on ne parle absolument pas de sa carrière photographique. Plus tard, vers 1965, tous ces négatifs sont détruits. Il n'y a personne de la famille pour continuer à témoigner de son travail. Peut-être s'était-il pas grandement intéressé à ça non plus. Il y a les raisons là pour qu'il tombe dans l'oubli. Et il y a évidemment des collectionneurs. Il a ressurgi parce qu'il y a toujours eu des collectionneurs intéressés par Anderson et qui avaient des photographies remarquables. Et c'est comme ça que ça a circulé dans le milieu des historiens et de la photographie jusqu'à Stanley Triggs a eu une importance extrêmement grande dans la redécouverte de Anderson. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions aussi qui nous demandent si cette présentation-là va être disponible. Oui, elle le sera sur YouTube et sur le site web du musée. Donc, pour ceux qui ont raté le début, vous pourrez y revenir. Écoutez, je pense que si vous n'avez pas le goût d'aller voir l'exposition après ça, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail. J'espère qu'on l'a bien fait parce que moi, Mme Sanson, je l'ai écouté pendant longtemps avant cette entrevue-là. Puis mon Dieu que je vais continuer. Puis poursuivons aussi avec la lecture de ce livre magnifique qui est disponible demain. L'exposition est ouverte dès demain. Venez voir ça en famille. Ça vaut la peine. Vous allez avoir un choc émotionnel, un bon choc émotionnel.
Madame Sauvage, Madame Sanson, il ne me reste qu'à vous remercier et aussi à toute l'équipe qui a organisé ce vernissage virtuel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire parce que c'est bien de recevoir des commentaires positifs. Des fois, on dit « Ah, j'ai aimé ça », puis je dis rien. Dites-le, ça fait du bien, c'est gratuit. Propageons la bienveillance, l'amour et la joie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous l'avez fait magnifiquement, Madame Sanson. Votre érudition m'impressionne et me fait du bien. Madame Sauvage, votre programmation me fait du bien, m'ouvre l'esprit. Merci à vous deux et merci au musée McCord et joyeux 100 ans au musée McCord. Merci. Merci beaucoup.